expose, elle crée, elle transmet et surtout elle explore. Aujourd'hui, c'est une escale de Jeanne un peu particulière, un peu hors zone, avec Florence Crinquant. Florence Crinquant, bonjour. Bonjour Jeanne. Merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes artiste, passionnée par l'estampe monotype, le papier Japon, l'être dans le paysage. Alors, déjà, qu'est-ce que l'estampe monotype, pour qu'on comprenne un peu? L'estampe, c'est le terme générique qui va définir toute image imprimée. Le monotype, dans cette famille d'images imprimées, a la particularité de n'être imprimé qu'une fois, monotype, oui. C'est-à-dire qu'on travaille sur une plaque qui n'est pas gravée, qui n'est pas impactée, où on va venir travailler les encres spécifiques à la gravure, mais de manière presque picturale. Et ensuite, il y a le moment de l'impression, le type, qui va nous donner un monotype. Donc ça donne des pièces uniques qu'on ne reproduit pas. Qui était Florence Crinquant avant l'estampe? Enfant. Vous aviez un métier, j'imagine. En fait, j'ai eu la chance de faire les beaux-arts. Oui. Donc l'estampe m'a piqué très tôt. Quand j'avais 14-15 ans à peu près, j'ai pu assister à des cours d'estampes. Je ne pratiquais pas, mais je pouvais les observer et ça m'a interrogée, fascinée et piquée. Je pense que la première piqûre, c'est à ce moment-là. Et l'envie de découvrir ce médium-là. Après, j'ai eu la chance aux Beaux-Arts que l'école dans laquelle j'étais avait un très très bel atelier. Et quand j'ai découvert cet atelier où il n'y avait personne dedans, parce que la gravure n'était pas très en vogue à l'époque, ne l'est toujours peut-être pas, donc un très grand atelier vide, dans un silence, un calme, avec ces odeurs d'encre, d'alcool à brûler, de white spirit, d'acide, et ce papier qui traînait un peu partout. Je crois que je suis tombée amoureuse. C'est la seconde piqûre, là. Ouais, c'est la grosse piqûre, là. Je suis tombée amoureuse de cette atmosphère, de cette ambiance. Et après, le rapport entre le métal et le papier, moi, je m'y suis trouvée heureuse et bien, en fait. Tout simplement. J'ai trouvé mon élément, mes éléments. Alors, quitter sa zone de confort oui. Pour aller vers, quand même, c'est pas de l'incertain, mais je dirais vers ce qu'on aime, la passion. Oui. C'est un risque. C'est un risque, mais c'est une nécessité au final. C'est là où il y a la vie. Oui. Donc j'ai fait les Beaux-Arts et puis après, je n'ai pas pratiqué pendant une quinzaine d'années à peu près. Oui. J'avais un travail créatif à côté qui comblait mon besoin de création. Et puis j'ai arrêté ce travail et là je me suis retrouvée avec toujours ce besoin et cette évidence qui s'est imposée de recréer, de repratiquer et puis quitte à faire quelque chose, autant le faire complètement. Donc à dire oui, je suis artiste et j'expose et voilà. Alors moi j'ai un mot qui me fascine, c'est l'atelier. Parce qu'on a l'impression qu'on rentre dans un lieu à la fois sacré et en même temps de créativité. Oui. Quand vous entrez dans l'atelier, quelle sensation? C'est chez moi. C'est chez moi, c'est une sensation d'apaisement, c'est comme un cocon en fait. C'est un endroit où tout est permis, où tout est faisable et c'est un refuge. C'est formidable. Oui, c'est formidable d'avoir cette chance-là, d'avoir ce lieu-là et l'opportunité de pouvoir y aller. Et de pratiquer en fait. C'est vraiment c'est un refuge, quelque chose de très maternant peut-être. Oui. Voilà. Je suis fascinée par le mot papier Japon. Oui. Qu'est-ce que le papier Japon? Alors le papier Japon, c'est un papier qui est fait à base de fibres de mûrier principalement. On en fait également à partir de fibres de bambou ou de fibres de riz. Voilà. C'est un papier qui finalement est extrêmement solide, mais d'une finesse folle. C'est-à-dire qu'on va travailler, ça peut se travailler sur quelque chose qui fait du 30 grammes. Donc là, on est vraiment, je ne vais pas vous dire sur du papier à cigarette, mais pas loin. Oui. Mais malgré cette finesse, il a une résistance et une vie qui est... C'est une personne à part entière, le papier. Pour moi, le papier, c'est vivant, c'est une personne.
Et selon comment est-ce que je vais l'utiliser, je vais rentrer en dialogue, comme j'ai l'habitude de le dire, en dialogue avec lui dans mon travail, dans mes œuvres, en fait. Il a sa part complète dans mes œuvres et dans le travail. Alors, j'ai un peu regardé vos vidéos, Oui. mais au-delà de ça, je me suis un peu renseignée. Oui. Et j'ai appris que quand même, travailler le monotype, c'est accepter l'accident. C'est-à-dire que quand on va découvrir l'œuvre, c'est accepter l'accident. C'est une autre zone de risque. C'est accepter l'accident, c'est presque chercher l'accident. C'est-à-dire que quand C'est joli, ça. Oui, quand je travaille, il y a une part d'inconnu, en effet, au moment où on presse. Il y a une part d'inconnu à cause de la pression, à cause des éléments qu'on va y mettre, à cause du papier. Et tous ces éléments imprévus vont donner un résultat auquel on ne s'attend peut-être pas. Et moi, je cherche, quand je fais mes expérimentations, je cherche à retrouver comment est-ce que j'ai créé ces accidents qui ont pour moi un intérêt esthétique, technique, graphique. Voilà. Donc je vais chercher l'accident pour après maîtriser l'accidentel et pouvoir l'intégrer dans mon travail comme je le souhaite. Donc, vous ne voulez pas contrôler dès le début. C'est une aventure. Oui, c'est une aventure. Et comme je disais par rapport au papier, ça fait partie d'un dialogue. Et je crois que ce qu'on appelle l'accident, c'est la part d'expression, finalement, peut-être du papier ou de la presse ou de l'encre. Voilà. Je crois que c'est nous qui sommes piqués maintenant. Si vous continuez comme ça, on va tous être piqués. Quelle est la place de votre corps dans la création de l'œuvre? Parce que quand on écrit, bien sûr, tout le corps est là. Ouais. Mais là, vous avez vraiment, c'est physique quand même. Vous avez les mains, les yeux, la posture, l'attention, comme tout le monde. Mais il y a quand même un côté physique de travailler ça. Non, je dirais pas que c'est physique. Oui. Je travaille toujours debout. Je peux pas travailler assise. Et il y a Mais le corps est en mouvement quand même. Le corps est en mouvement, mais le corps est en absence, je dirais. J'ai pas la sensation quand je travaille que mon corps a un impact dans le travail. Pourtant, je travaille avec mes mains, je travaille avec les yeux, je travaille avec l'ensemble de mes mains, c'est-à-dire que je vais pas travailler qu'avec mes doigts. Je vais parfois travailler l'encre et même l'essuyage se fait avec l'ensemble de la main. Il y a le mouvement de tourner la presse où il faut quand même un petit peu forcer selon quelle pression on met. Mais je dis absence de corps dans le sens où, vous êtes prise par la... En tout cas, voilà, moi quand je travaille, j'oublie complètement. Je fais corps avec tout ce qui se passe autour. Voilà. L'homme dans l'univers, je crois, est une de vos sources d'inspiration. Oui. Comment cette réflexion passe par le geste aussi? C'est-à-dire que quand vous allez pour créer quelque chose, vous pensez à quoi? Des paysages, principalement, c'est des paysages. Ça va être des sentiments, des humeurs. Les humeurs vont me guider dans le choix des couleurs. Le format va me guider dans la forme du paysage, selon si je travaille sur quelque chose de très horizontal, très vertical, ou le carré aussi. Va modifier mon envie de paysage. Paysages qui sont toujours imaginaires. Mais l'imaginaire est toujours inspiré de souvenirs ou de... Il y a quelque chose. L'imaginaire ne vient pas de rien. Il est nourri par ce qu'on est, par ce qu'on a vu, de toute façon. Donc quand je crée, il y a cet amalgame général d'humeur, de paysage et l'humain que j'insère dedans, ce que j'appelle mes présences. Cela vraiment ont quelque chose de très gestuel parce que je les fais... Je les peins pas avec des pinceaux, soit avec des bouts de bois, soit avec des morceaux de carton. Donc c'est quelque chose de aléatoire encore une fois, parce que c'est pas des outils qui sont adaptés, mais c'est justement dans cet aléatoire où ça va m'emmener vers peut-être une silhouette que moi j'aurais pas pensé au départ, mais je me laisse aller avec cet outil à ce que cette silhouette s'impose et que cette forme se modifie et qu'il y a un mouvement qui s'y installe. Voilà. Alors, vous travaillez à la fois les couleurs sombres, le noir entre autres, et la couleur. Oui. Alors, le noir, est-ce que le noir permet déjà d'exprimer une couleur? Parce que le noir est une couleur. Le noir est une couleur. Et comment on passe, pourquoi le noir déjà, et comment on passe à la couleur? Alors, au départ, c'est vrai que je travaillais quasiment qu'en noir, en me servant du blanc du papier comme contraste.
Je pense que je travaillais uniquement en noir et blanc parce que c'est plus vite efficace, on va dire. Graphiquement, en termes d'impact, on a plus rapidement quelque chose qui fonctionne ou qui ne fonctionne pas, tout simplement. Oui. Donc le noir et blanc, ça passe ou ça casse au final. Donc c'était cette efficacité que je cherchais peut-être au départ. Après, certaines couleurs se sont insérées gentiment. Le gris de peine est ma couleur fétiche. C'est un gris qui, s'il est très dense, va... Il a un joli nom. Oui, il a un nom magnifique. Et il est magique parce que s'il est très dense, il va aller vers un noir bleuté. Et s'il est très dilué, il va aller vers pas un indigo, mais un bleu extrêmement lumineux. Donc, en jouant avec une seule et même couleur, on peut avoir une palette d'expression aussi assez impressionnante. Après, je me suis beaucoup orientée vers des couleurs qui rappellent la terre, le terre de sienne, le bistre ou l'ocre, parce qu'il y a quelque chose de minéral et je crois que le minéral est important pour moi. C'est le rapport finalement à la terre, au sol. Voilà. Je reste quand même dans des couleurs assez profondes, assez sombres. Comment vous ressentez les gestes quand vous les faites, justement ? Parce que vous avez dit tout à l'heure que vous étiez absente en quelque sorte au monde, mais vous êtes dans votre gestuel. Oui. Le geste je ne peux pas dire qu'il est automatique. Comment est le geste ? Il est intuitif. Oui. Il est intuitif. Une fois, je discutais comme ça avec quelqu'un qui me demandait si je prenais des notes sur la manière dont je travaillais pour les accidents, quand je retrouve la méthode de reproduire ces accidents qui me plaisent, me demandait si je prenais des notes et au final non, j'en prends pas. Parce que ça devient véritablement intuitif. C'est comme faire une recette de cuisine qu'on fait régulièrement. On n'a plus besoin du livre de recettes, on n'en a pas besoin. Et le corps sait, le corps ne réfléchit pas. Finalement, le corps sait comment est-ce qu'il va faire, comment est-ce que la main va se placer pour avoir ce qu'elle veut finalement. C'est de l'automatisme. C'est comme quand on est en vélo, on ne réfléchit pas à pédaler. Ben là, c'est pareil. Quand est-ce que vous savez que l'œuvre est là ? C'est fini. Vous mettez un point final. C'est une excellente question. Parfois, donc je travaille, je regarde ce que j'ai fait et puis je suis convaincue que la composition est la bonne, que l'harmonie va être parfaite et je dis je touche plus à rien. J'imprime. Et là, le fait d'imprimer déjà va modifier un petit peu et surtout va me donner un effet miroir. Et une composition qui est faite en miroir ne va pas fonctionner du tout de la même manière si on la regarde dans un sens ou dans un autre. Donc parfois, je suis persuadée que c'est parfait et c'est pas parfait du tout. Voilà. Donc il faut aussi accepter que ce soit pas bon et accepter qu'il y ait des déchets, tout simplement. Et à savoir quand est-ce que je pense que c'est bon, c'est c'est un moment où je vois pas ce que je peux faire d'autre. Ça s'arrête. Ça s'arrête. Et vous avez compris que c'est le point final. Voilà. C'est assez simple finalement. Je vois pas ce que je peux rajouter. Donc voilà. Donc. Maintenant, nous allons un peu parler de la vie secrète de vos œuvres. Oui. Parce que ces œuvres sont faites pour être, je dirais, regardées, mais aussi pour être... des gens vont les acquérir. Mm-hmm. Quand une de vos œuvres part chez quelqu'un, il y a un sentiment de joie, mais encore. Il y a, pour la plupart, oui, c'est simplement de la joie, qu'elles partent faire leur vie ailleurs, qu'elles soient... j'aime pas le terme regarder, mais peut-être comprises, qu'elles interagissent avec d'autres personnes finalement. Je pense que c'est aussi un des principes de l'art, c'est que ça crée une émotion ou que ça interagit de toute façon. Donc qu'elles aillent interagir ailleurs, c'est le but. Et vous les imaginez parfois ailleurs? Et parfois j'ai des clients qui m'envoient les photos quand elles sont installées, donc ça c'est très agréable de les voir in situ. Et certaines ne quitteront pas l'atelier. Il y en a 2 ou 3 comme ça, elles sont chez moi et elles vont rester chez moi. Et il y en a d'autres où je vais les garder pendant un certain temps dans mon atelier. Et après,
elles partiront en exposition et peut-être en vente. Voilà. Comme ça, une période de maturation. Une période de maturation, une période elle a encore des choses à me dire, peut-être, et vouloir la garder près de moi comme quelque chose de précieux et d'affectueux, en fait. Je me suis toujours intéressée à l'artiste qui a posé ses mains sur l'œuvre, oui. et a travaillé avec ses mains. Et en même temps, le geste, j'imagine, reste gravé, même oui. s'il est différent, et il part avec. Donc oui. vous avez votre main, votre gravure personnelle. Il y a une part de moi qui part avec, oui. Oui. C'est une impression, enfin peut-être qu'avec le temps on s'habitue, mais ça doit être drôle au début, non? Au début, ouais, j'avais peut-être un petit peu de mal avec ça, à les laisser partir, mais non, en fait, ça fait partie de l'ensemble et forcément, il y a une part de moi matérielle, en effet, il y a la trace de ma main, il y a mes mouvements, mais il y a aussi que ces paysages sortent de mon esprit, entre guillemets, et que il y a une part de mon esprit, peut-être plus que de mes gestes, qui part avec. Mais c'est normal. Ouais. Ça fait partie du don. Quand on fait une œuvre et qu'elle est vouée à partir ailleurs, ça fait partie de l'ensemble que d'y mettre de soi physiquement et de soi sentimentalement, intellectuellement. Voilà. Quelle est l'œuvre, je reste encore sur oui. ce sujet, que vous n'auriez pas aimé voir partir? Bien sûr, vous m'avez parlé de celle qui reste, mais est-ce qu'il y aurait une œuvre qui vous touchait et que vous avez vu partir? Oui, il y en a une. Il y en a une. C'est pas que je voulais pas la voir partir, c'est qu'elle est partie trop tôt. Ah. J'aurais bien voulu la garder un petit peu plus à la maison. Parce qu'elle avait... Et ça, c'est une œuvre particulière, parce que moi, quand je la voyais, j'y voyais une colère imposante. Et la personne qui l'a achetée, y voyait une bienveillance extraordinaire. Oui. Donc c'est ça aussi, l'interprétation. Quand j'expose, quand je discute avec les gens qui viennent voir les expositions, ça c'est quelque chose de très très enrichissant, c'est de voir comment est-ce qu'ils comprennent ces images, ces œuvres. Et souvent je suis très très surprise par leur compréhension qui est parfois à l'opposé de la mienne, parfois tout à fait complémentaire et parfois qui me fait comprendre ma propre œuvre par leurs mots. Et ça, c'est vraiment enrichissant. Je pense que c'est pour ça que je fais des expos, c'est pour les échanges avec les gens, pour qu'ils m'expliquent ce qu'ils comprennent et ce qu'ils voient. Ça, c'est génial. Maintenant, vous faites des ateliers aussi. Oui. Alors, l'atelier, c'est transmettre. Oui. Et comment ça se passe à l'atelier? Parce que tout le monde peut venir, tous les âges? Tout le monde, tous les âges, peu importe le niveau. Oui. Les novices sont encore plus les bienvenus parce que justement, ils ont un lâcher-prise et une liberté qui est totale. Je prends que 2 personnes à la fois parce que j'ai vraiment envie d'être attentive à leurs besoins et être là dès que possible. Donc je leur explique le principe du monotype et puis ils commencent à essayer, généralement le premier qu'ils font est très expérimental. Esthétiquement il est loin d'être au top, mais ils expérimentent comment ça fonctionne avec les rouleaux, avec les pinceaux, les chiffons, les tarlatanes, ils expérimentent tous les éléments. Donc le premier est très déconstruit, on va dire. Et puis de cette expérimentation, ils vont choisir, tiens, moi ça, j'ai aimé travailler ça comme ça, j'aime cet effet-là. Donc je les guide, je les emmène, je leur montre comment ils peuvent faire, on travaille les couleurs, on travaille les éléments. Moi j'ai une plaque d'essai à côté sur laquelle je vais pouvoir leur montrer la gestuelle pour avoir plus ou moins d'effets comme ils le souhaitent. Mais je les laisse vraiment très très libres dans les compositions. S'ils me demandent mon avis, je le donne. Mais il n'y a rien d'imposé. C'est-à-dire que ce n'est pas moi qui vais choisir visuellement l'image qu'ils vont réaliser, s'ils font du figuratif ou de l'abstrait. C'est vraiment, je ne suis là qu'en soutien technique et en soutien de composition s'ils ont besoin. Ça doit être passionnant de voir l'autre à l'œuvre en quelque sorte. C'est extrêmement intéressant de voir la progression. C'est des ateliers de 3 heures. Oui. La progression entre le premier tirage et le dernier tirage. Et là, j'ai des élèves qui sont déjà venus 2-3 fois. La progression de créativité, je ne parle pas de la technique, mais de la créativité entre la première séance et la dernière séance est époustouflante. En fait, on voit que la personne va s'approprier
et réellement trouver moyen de s'exprimer par ce médium-là. Et ça, c'est beau, tout simplement, de voir les gens évoluer et se faire plaisir là-dedans. Florence, quel est le profil des gens qui viennent? Qu'est-ce qu'ils viennent chercher? Ils viennent chercher la curiosité de savoir comment moi j'ai fait. Oui. Quand ils voient mes œuvres, souvent c'est des gens qui connaissent mes œuvres, donc qui viennent voir, qui viennent essayer de comprendre finalement comment est-ce que moi je travaille oui. pour obtenir ça. Et c'est des gens qui cherchent peut-être tout simplement un temps pour eux. En oui. tout cas, c'est ce qu'ils m'en disent à la fin de l'atelier. C'est que vraiment, ils ont passé un moment où ils se sont retrouvés coupés du monde, où il n'y avait plus grand-chose d'autre qui comptait que la plaque et le papier après. Donc ça forme une bulle. C'est aussi pour ça que je veux limiter le nombre oui. à 2, parce que c'est beaucoup plus confortable pour eux. Ils sont dans cette sorte de bulle, dans cette peut-être introspection, dans ce bien-être physique, parce que ça, ils me le disent aussi, qu'ils ne sentent pas leur corps pendant les 3 heures où ils sont en pratique. C'est ce qu'on appelle aussi l'art-thérapie, tout simplement. Et oui, ils cherchent un moment pour eux. Voilà. Alors maintenant, nous allons donner le nom, l'adresse oui. où se passe toute cette lévitation, entre guillemets. Oui, lévitation artistique, comme on pourrait dire. Donc moi, je suis à Arbois, dans le Jura, et mon atelier s'appelle Les Doigts dans la Presse. C'est un très joli nom, voilà. On est vraiment dedans. Voilà. On est vraiment dedans. Et il est situé 58 rue de Courcelles à Arbois. Voilà. Et il suffit de m'appeler ou de m'envoyer un mail pour prendre rendez-vous, tout simplement. Vous faites beaucoup d'expositions, vous oui. faites beaucoup de choses, j'ai vu des articles dans les journaux, mais en même temps j'ai entendu dans une de vos vidéos, qu'on m'a montré d'ailleurs tout à l'heure avec votre accord, un peu de musique. Vous mettez de la musique quand vous... Au départ. Au départ. Au départ, je mets de la musique et je mets de la musique au départ quand je commence à préparer mes encres, mes plaques, mes éléments, tout mon petit matériel. Et puis après, je commence à travailler et je me rends souvent compte que la musique s'arrête, mais que je n'ai pas entendu qu'elle s'est arrêtée. Donc la musique est finalement une bretelle d'accès à cet état de concentration. Et après, je suis tellement concentrée que j'entends plus ce qui se passe autour. Voilà. Est-ce que vous accepteriez de fredonner un air que parfois vous fredonnez? Quand vous me demandez ça, je n'ai que des comptines d'enfants qui me viennent en tête. Les doigts dans la presse. les doigts dans la presse, c'est une expression qui vient d'un de mes enfants. Voilà. Donc, qu'est-ce que je leur chantais? Je ne sais plus. Maman, les petits bateaux qui vont sur l'eau ont-ils des ailes? Mais non, mon gros bêta, s'ils en avaient, ils voleraient. Ben, c'est superbe, c'est superbe. En tout cas, vraiment un grand merci. Vous venez de loin. Oui. Vous avez, je dirais, ça on va laisser à côté, mais vous avez de la famille que je connais aussi et que j'aime beaucoup. On va laisser de côté tout ça. Mais en même temps, je suis ravie de faire votre connaissance. Et en même temps d'apprendre ce que vous faites. Oui. Vraiment, le plaisir est pour moi. Le plaisir est partagé et je vous remercie sincèrement de m'avoir donné l'opportunité de vous parler de tout ça. Écoutez, merci beaucoup et j'espère qu'on aura l'occasion d'avoir une suite à tout ça. Avec plaisir. Parce que peut-être qu'un jour on exposera à Paris. Avec plaisir. Florence Crinquant et elle nous expliquera le papier Japon et tout le reste. Très bien. Et on aura tous les doigts dans la presse. Oui, voilà. Merci beaucoup. Merci Jeanne. Merci. Donc c'était l'escale de Jeanne hors zone avec Florence Crinquant. Infiniment remercié. Merci beaucoup. Merci à vous.